Les grandes écoles ont tout à gagner à diversifier leur recrutement. Enfin, mesdames et messieurs, un pays qui recrute ses élites dans 10% de sa population, c'est un pays qui se prive de 90% de son intelligence. Comment ne peut-on pas comprendre cette vérité? L'objectif de la diversité sociale pour nos élites, cet objectif-là, je ne peux pas y renoncer. Le président de la République déterminé, c'était lundi dernier. Nicolas Sarkozy a un objectif, 30% de boursiers dans les grandes écoles. 30%, on est loin du compte. La moyenne se situe plutôt vers les 15%. 11 même à Polytechnique, 13% à Centrale. Comment faire pour diversifier l'origine sociale des étudiants? Faut-il modifier ou simplifier l'accès au concours des grandes écoles pour les boursiers? Doit-on enfin parler de quotas? Quotas, le mot est lâché, mais personne en France n'en veut. Le quota, c'est dire, je prends 100 élèves, et sur les 100, je réserve 30 places pour les boursiers. Et ça, c'est ennuyeux essentiellement pour les élèves, parce que les élèves, eux, ils vont avoir marqué sur le front, je suis un étudiant quota. J'ai été pris dans ma grande école parce qu'il y avait des quotas. Et toute la vie, on va leur dire, vous n'aviez pas le niveau en fait. Vous avez réussi parce qu'il y avait des quotas. Pas de quotas donc. Nous sommes allés à Sciences Po Paris pour en savoir plus. Ici, on n'a pas attendu la polémique pour réagir. Depuis 2001, une convention ZEP a été signée. Grâce à une voie d'accès spécifique à un système de tutorat, l'objectif de 30% d'élèves boursiers sera atteint en 2012, alors qu'il n'était que de 6% en 2001. Un succès. Ici, la diversité sociale est une réalité. Alors que pensent ces étudiants quand on leur parle de quotas? Alors moi, je pense que c'est une mesure qui est positive, mais qu'après, c'est comme tous les problèmes de parité homme-femme, de parité ethnique, tout ça. C'est des mesures qui, pour moi, doivent être provisoires et doivent permettre de réinstaurer un équilibre dans un premier temps. Et après, elles doivent être vouées à disparaître, puisque c'est quelque chose qui doit se faire, qui doit s'établir finalement naturellement. Je suis pour imposer des règles, mais je ne suis pas pour imposer des quotas. Les quotas, ça veut dire que les personnes qui vont entrer grâce à une procédure particulière vont aller voler les places des autres élèves. Je pense qu'il faut aller au-delà du mot quota. Est-ce que c'est le quota? Si vous voulez, on peut utiliser le terme de quota, moi ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est qu'il y ait en France, dans les grandes écoles, une très grande partie d'étudiants qui viennent de milieux parfois défavorisés. Mais en France, ce n'est pas le cas. Les fils d'ouvriers ont 5 fois moins de chances d'accéder aux écoles prestigieuses que les fils d'enseignants ou de cadres supérieurs. L'admission dans les grandes écoles est basée sur le mérite. C'est l'avis de Pierre Tapie. Pas de quota là non plus. Il s'oppose aussi aux concours différenciés. Cela contribuerait à une baisse des niveaux. Il s'agit d'entraîner tous les athlètes à passer les mêmes haies, d'entraîner plus des athlètes qui au départ sont partis en étant éventuellement un petit peu démusclés ou en ayant des souliers qui ne sont pas aussi bons que les autres, mais il ne s'agit pas de changer la hauteur des haies, parce que la hauteur des haies, elle est imposée par un marché du travail international impitoyable. Quelle solution donc? Retour à Sciences Po où son directeur veut faire évoluer les mentalités. Richard Descoings souhaite que les grandes écoles ouvrent leurs portes à un plus grand nombre d'étudiants. Diversifions les voies de la sélection et nous diversifierons la composition des corps étudiants des grandes écoles. On parle toujours de pourcentage, parlons de nombre. Il y a 1300 diplômés de Sciences Po par an. À l'école des mines, il y a 100 diplômés par an. Si vous élargissez un petit peu votre vivier de recrutement, vous avez quand même plus de chances de faire de la place à tout le monde. Et si rien ne change, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Moi, je pense qu'on aura de plus en plus d'explosions. De larges fractions de la population française contre ces élites. On peut croire à la démocratie libérale à la condition que la démocratie libérale ne se montre pas d'un égoïsme social forcené. Si la démocratie libérale est d'un égoïsme social forcené, bien forcément, elle sera détruite. Patrice Corre, Jean-Baptiste Prévost, bonsoir. On vient de voir un reportage de Christophe Kulkowski à propos de la polémique du moment. Le refus par les grandes écoles de se voir instaurer un contingent d'élèves boursiers dans leur établissement. Alors j'ai souhaité en parler avec vous. Vous, Patrice Corre, parce que vous êtes proviseur du lycée Henri IV, ancien instituteur, ancien boursier également. Vous dirigez un établissement qu'on considère comme un modèle de l'élitisme républicain. Certainement un des établissements qui alimente le plus par ses classes préparatoires les grandes écoles prestigieuses qui forment nos élites. Alors j'ai dit élitisme républicain, vous diriez élitisme républicain et démocratique? Eh bien, l'élitisme républicain doit être par définition démocratique. Et si pendant quelques décennies on a pu reprocher à notre système qu'il avait cessé d'être suffisamment démocratique, parce qu'il était conçu pour être tel,
Je crois qu'un certain nombre d'efforts, d'actions qui ont été menées ces dernières années visent à corriger cela. Et c'est important que ce débat existe. C'est une vraie question pour notre pays. C'est un débat que vous allez mener avec Jean-Baptiste Prévost, président de l'UNEF. Vous avez succédé à l'emblématique Bruno Julliard. Allez-je dire, vous êtes étudiant en 5e année à Sciences Po. Bah oui. Et vous êtes et aussi à Paris, à l'université. Voilà, affaires publiques et à l'université de Paris. Vous ne voulez fâcher personne. Commençons ce débat par cette fièvre. Pourquoi, à votre avis, et à quoi touche-t-on quand on s'enflamme comme ça sur le problème des quotas dans les grandes écoles, des quotas de boursiers? On s'est enflammé parce que je pense que la présentation qui a été faite, y compris sans doute par la communication de la conférence des grandes écoles, me paraît avoir été extrêmement, pour le moins, maladroite, parce que l'ouverture sociale, c'est pas forcément des quotas. Et c'est vrai que je n'avais pas encore entendu les ministres, le chef de l'État, parler de quotas imposés, mais d'objectifs à atteindre, à terme, c'est-à-dire 30% de boursiers dans toutes les grandes écoles, y compris celles qui sont les plus sélectives. D'où vient ce chiffre? C'est un pourcentage qui se rapproche très fortement, il est pratiquement celui des pourcentages des universités. Mais je crois que ce qui a choqué quand même dans la position de la conférence des grandes écoles, c'est le sous-entendu qu'il y avait derrière leur refus d'une ouverture sociale de leur recrutement. Le sous-entendu selon lequel plus de boursiers entraînerait, je les cite, une baisse du niveau moyen, notamment si on diversifiait les voies d'accès à ces écoles. Et ça, c'est choquant, parce que ça sous-entend que les enfants issus de milieux favorisés auraient le monopole du talent, du travail, de la motivation et de l'intelligence, ce qui est une absurdité. Et puis le deuxième, à mon avis, élément qui a été très révélateur, c'est qu'on s'est rendu compte en France, justement, que cet élitisme républicain, qui a été utile historiquement, puisque les grandes écoles, elles ont servi à former des élites, elles ont eu un rôle de promotion sociale par les concours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles ne servent plus à former des élites. Elles servent à reproduire les élites entre elles, un peu en vase clos, à l'écart du monde de l'université. Et on s'est rendu compte que, tout simplement, aujourd'hui, le mythe de la méritocratie républicaine, il s'était effondré. Et moi, je crois justement que dans le débat actuel, la question, pour éviter de brandir des épouvantails, quotas, etc., c'est comment est-ce qu'on trouve des outils pour rétablir l'égalité républicaine et pour remettre l'ascenseur social en marche dans les grandes écoles, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Moi, je peux réagir à votre propos. Je partage largement ce que vous venez de dire, avec un certain nombre de nuances, mais dire que l'ouverture sociale peut mettre à mal le niveau, alors là, moi, je dis nettement non. Certainement pas, parce que, justement, cette ouverture sociale des filières d'excellence doit permettre de mieux prendre en compte les talents les plus divers. Est-ce que les grandes écoles sont complètement fermées? Non, elles ne sont. Elles ont quand même évolué. Elles nouent des partenariats avec les universités en France, mais aussi à l'étranger. Et beaucoup ont des conventions avec nombre d'universités dans le monde entier. Elles sont en transformation. Qu'on considère qu'aujourd'hui, ça n'a pas assez vite, sans doute. Les grandes écoles ont dit qu'elles ne voulaient pas avancer. Leur position, c'est si on ne les contraint pas, ça ne changera pas. Leur position, c'est si ça ne se passe pas en amont, nous, on ne bougera pas, on ne touchera pas au concours. Donc les grandes écoles ont envoyé un signal à la société. Nous ne voulons pas changer ce qu'ils considèrent comme fonctionner. été écouté par... Puisque notre président s'est exprimé sur... il a été très clair. Il a clairement dit aujourd'hui que ce conservatisme-là n'était plus d'actualité. Et je pense que c'est un bon signe. Après, moi, le président de la République, quand même, à mon avis, a oublié un certain nombre de sujets. Et moi, je ne serais pas dupe de sa position. Venir dire depuis une grande école qu'il fallait remettre en cause les modes de sélection de nos élites, c'était un peu... Il y avait une hypocrisie qui je crois, mérite de... Peut-être une provocation. Vous le voyez comme une provocation? Non, peut-être, ou une incitation à mieux faire. Au débat. Alors, au débat. Alors, écoutez, qu'il faille faire évoluer les concours, il y a une réflexion en cours. À partir de quelle analyse? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ces concours? Soyons précis. On pense qu'il y a un certain nombre d'épreuves qui sont trop connotées socialement et culturellement. L'anglais et la culture générale. Les langues vivantes, c'est particulièrement discriminant. Peut-on dire qu'on ne peut pas exiger un certain niveau de connaissance en langue? Personne n'ira défendre cela. Maintenant,
Doit-on pour autant en faire un barrage systématique? Voilà la question. Où apprend-on l'anglais? Est-ce qu'on mesure quand on est bien un étudiant? Aux États-Unis une fois par mois ou bien à l'école? Normalement, c'est à l'école. Et un certain nombre d'efforts ont été faits, mais il reste beaucoup à faire. Dans les concours, sur les épreuves d'anglais, justement, on attend quasiment à l'entrée de certaines grandes écoles que les candidats soient bilingues. Or, pour être bilingue, quand on sort du lycée, l'enseignement y est de qualité au lycée. En même temps, quand on a la possibilité d'aller en vacances à l'étranger, notamment en Angleterre ou aux États-Unis, c'est aidé. Et donc, du coup, on mesure à l'entrée des grandes écoles des compétences que les lycéens ne peuvent pas uniquement acquérir dans le système éducatif. Donc, on laisse jouer à plein les inégalités, le capital culturel, et c'est des épreuves qui favorisent les initiés. Écoutez, avec mon établissement, nous sommes engagés très résolument. Nous, on dit le concours, les concours, ils sont tels qu'ils sont. Essayons de faire en sorte que davantage d'élèves puissent concourir à égalité de chances. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple qu'est-ce que nous faisons? Nous recrutons des élèves et nous avons ouvert largement le recrutement à des boursiers en apportant du tutorat, des aides méthodologiques, stages intensifs de langue, notamment de l'anglais, pour compenser ce qui n'a pas pu être fait auparavant. Essayons de les aider à bien préparer ces concours. Là, on est quand même au cœur du débat, parce que la conférence des grandes écoles n'a pas rejeté totalement toute perspective d'ouverture sociale. Elle a dit très clairement: nous ne toucherons pas à notre mode de fonctionnement ni à nos concours. C'est en amont, et notamment au lycée et dans les classes prépa, comme vous le faites par exemple à Henri IV, qu'il faut faire évoluer le profil des futurs candidats aux grandes écoles. C'est l'amont de l'amont, là, dont vous parliez, c'est-à-dire l'enseignement secondaire. Et ça, c'est une hypocrisie, quand même, si je peux me permettre, parce qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que nos grandes écoles, elles ne sont pas perfectibles en matière notamment d'épreuves de sélection. Les concours des grandes écoles, notamment des très grandes écoles, les écoles de commerce, HEC, les SEC, ces grandes écoles-là, elles ont aujourd'hui des concours très souvent payants. Donc il faudrait les rendre gratuits. Je vais revenir là. Il faudrait également rendre accessibles financièrement les formations des grandes écoles. Une année à HEC, où a été formée par exemple Valérie Pécresse, aujourd'hui ça peut monter jusqu'à 12 000 €. Quand on est un lycéen issu d'un milieu modeste, on n'a pas les moyens de se permettre ça et on s'autocensure. Et enfin, et vous le disiez aussi, certaines épreuves sont discriminantes. Et je crois qu'il faut aller sur le contenu même des épreuves. Et comme l'a fait Sciences Po, je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui en rester à un mode de sélection unique. Pour diversifier les publics, il faut des voies d'accès. Voilà, vous avez toute une batterie là d'éléments sur lesquels vous pouvez réagir. Oui. Sur le prix, en ce qui concerne les écoles de management, les écoles de commerce, elles ont institué maintenant des aides non négligeables, et notamment, j'ai des élèves boursiers. J'ai des exemples. Mais moi aussi, le groupe ESSEC, 43% de ses ressources, ce sont les frais d'inscription payés par les étudiants. Ils dépensent 3% pour des systèmes de bourse. Donc c'est quand même, aujourd'hui, financièrement, les écoles vivent avec les frais d'inscription, elles ne sont pas prêtes à les baisser. C'est très clair. J'ai quelques exemples d'élèves qui étaient des boursiers avec des bourses d'État extrêmement élevées, qui sont actuellement aidés et peuvent faire des études. Maintenant, en ce qui concerne les prix des concours, il y a des frais d'inscription qui ont été supprimés pour tous les élèves boursiers. Et pour ce qui est des grandes écoles, même des grandes écoles de management, les frais d'inscription ont été très largement diminués ou pris complètement en charge. Si je peux me permettre. Moi, je vais poser une question. Je vais vous poser une question, Patrice. Que répondez-vous à un fils d'ouvrier? C'est-à-dire à moi, à 18 ans, quand il lit des statistiques du genre, il y a 20% de fils d'ouvriers en section de techniciens supérieurs, 10% dans les universités, 6% dans les classes préparatoires, 4% dans les écoles d'ingénieurs, 2,5% dans les écoles normales supérieures et 2% dans les écoles de commerce, gestion ou vente. Que lui dites-vous? Qu'il faut qu'il patiente? Écoutez, si vous me posez la question directement, je vais vous dire même qu'en tant que personne, en tant que citoyen, ça ne peut pas me convenir. Et j'y suis d'autant plus sensible que, pour ma part, je ne suis pas un héritier culturel. Je suis sorti d'une famille qui n'avait pas fait d'études du tout. Et j'ai pu le faire grâce à des bourses, tout simplement parce que la nation a joué à fond son rôle. Alors, sans doute faut-il réinventer d'autres voies d'aide, d'autres voies de promotion. Leur impatience et leur frustration, c'est ce que je veux dire. Mais tout à fait. Mais écoutez, lorsque vous avez des établissements comme celui que je dirige actuellement, où vous aviez 8% de boursiers jusqu'en 2005, qu'aujourd'hui nous avons 30% de boursiers en première année, je dis qu'on est sur la bonne voie. Si vous me demandez si je suis convaincu qu'il faut faire quelque chose, oui. Que c'est pas encore suffisant, oui.
Mais qu'il faut en passer par n'importe quelle solution, non. Non, mais est-ce que vous pourriez transmettre le message? On a parlé de Pierre Tapie tout à l'heure, qui est le président donc, de cette conférence et le directeur de l'ESSEC. Voilà ce qu'il disait. Imposer les quotas de boursiers à Polytechnique ou à l'école normale supérieure, qui, dans leur catégorie, forment des champions du monde, c'est imposer aux sélectionneurs de l'équipe de France d'aligner un certain pourcentage de gauchers ou de joueurs aux yeux bleus. C'est limite insultant, si je peux me permettre. Je dirais que c'est des gauchers pour M. Tapie. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne l'ai pas écrit. Oui, bien sûr, non, mais je veux dire qu'il y a, non, mais dans les grandes écoles, il y a ce sentiment, il y a ces positions, il y a ces attitudes. Si je peux me permettre, attention, parce que je crois que derrière cette position où la conférence des grandes écoles brandit le risque d'avoir plus de boursiers comme étant un risque sur la baisse de niveau, plus de gauchers dans une équipe de sport. Ou les yeux bleus, moi j'ai aimé les yeux bleus. Oui, voilà, c'est la peau bronzée aussi, pourquoi pas, on peut développer, pas beaucoup de filer la métaphore. Mais je trouve que ce qu'ils disent et ce qu'ils sous-entendent quand même, c'est que les grandes écoles ne sont pas faites pour les enfants des milieux populaires. Et ça, c'est très choquant. Et moi, je voudrais poser peut-être une question plus générale avec ce débat-là. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il faut que ce débat sur comment est-ce qu'on recrute plus d'enfants de milieux populaires dans les écoles, il permette d'aboutir à un débat sur quelle est la place des grandes écoles dans notre système. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que l'excellence, elle soit hors de l'université? Moi, je pense que comme les écoles d'ingénieurs l'ont fait, et comme je pense certaines universités l'ont fait avec des classes prépa, il faut faire revenir les filières d'excellence au sein de l'université. Et dans les classes prépa aussi, c'est ce que vous dites. Exactement, parce que ce qui se joue aussi, c'est la revalorisation de l'université. C'est la revalorisation de l'université. On ne peut pas continuer avec un système où on a une partition entre l'université et les filières d'élite, parce que sinon on aura toujours de la reproduction sociale mécaniquement. Moi, je pense que les classes préparatoires peuvent être aussi bien dans les lycées que dans les universités. Elles sont actuellement plutôt dans les lycées, et je ne pense pas qu'elles aient fait du mauvais travail. Bon, maintenant, l'université n'a pas eu assez de moyens. Elle n'a pas su ça, c'est très clair. Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Je pense que les classes préparatoires peuvent être un modèle pour les premiers cycles universitaires, pour l'encadrement des élèves. Parce que la réussite, elle peut se décliner de différentes formes, mais ça nécessite toujours des moyens. Parce que notre avenir n'est pas dans la matière première, comme on l'a pu le dire. Non. Ça, c'est fini, c'est plus dans le sous-sol. C'est dans la matière grise. Oui. Et la matière grise, alors, elle est très diverse. Et l'université a sa contribution à apporter, sans que, pour autant, on supprime forcément le système des classes préparatoires et des grandes écoles. On va considérer que c'était vos conclusions respectives. On l'a dit, l'ascenseur social est en panne, la photocopieuse à élite continue à marcher. J'espère que le seul avenir de nos élèves de terminale n'est pas de faire des 5 jours linguistiques à l'étranger pour être bon en langue et intégrer les grandes écoles. Patrice Corre, Jean-Baptiste Prévost, merci. Merci.